Aujourd'hui 9 500 €, qui à l'époque où Rolex l'a sorti, qui était une vraie montre de plongée, coûtait 1500 €, l'équivalent de 1500 €. Voilà. Et qui était utilisée parce qu'elle est utilisée, elle était connue parce que c'était une montre en acier, robuste, une plongeuse. Aujourd'hui on ne porte plus une Rolex parce que c'est une plongeuse. Je connais quand même très peu de gens qui font de la plongée avec une Rolex. Peu importe. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est la relation avec le temps. On a créé justement, ok, on attend tout ça. Donc agir à son échelle, s'engager dans des projets collectifs, militer positivement. Le 3 dernier point, c'est renforcer son bien-être. C'est quelque chose qu'on oublie en fait de faire, mais comme je vous l'ai dit, c'est qu'en fait la création de dépendance aux réseaux sociaux, ça va créer un mal-être chez les gens. Qu'est-ce qui se passe, on l'a dit avec l'exemple justement des critères de beauté. Qu'est-ce qui se passe sur une jeune adolescente qui ne correspond pas aux critères de beauté imposés par Instagram? Et bien à 16 ans, on va demander à ses parents d'avoir justement des implants mammaires. On va créer des troubles du comportement, etc. On voit aussi avec les magazines de mannequins, c'est pareil. Oui, mais sauf qu'un magazine, là, c'est pas sur le même degré de... Ça se voit moins. Exactement, ouais. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, quand je dis la pratique apaisante de la méditation, ça peut se faire sourire. Alors la méditation, ça veut dire quoi? Ça peut être du training autogène, ça peut être faire du yoga. Méditation, on peut commencer à en faire. En fait, la méditation, pour que ce soit efficace, il faut le faire de manière quotidienne. Ce qui est très important, si vous voulez avoir un changement dans peu importe ce que vous allez faire, si vous faites une pratique sportive, par exemple, vous voulez courir un marathon, il faut courir régulièrement, il faut en fait avoir de la discipline. Ce qui est intéressant qu'on a perdu avec l'abandon de l'armée, service militaire. L'abandon du service militaire a créé une chose en fait catastrophique, c'est qu'en fait on a oublié la discipline. Le service militaire, en fait, donnait ce côté discipline aux jeunes. Et ça, peu importe la classe sociale. Ce qui est extraordinaire avec le service militaire, c'est ça. Exactement. C'est peu importe que vous venez d'une famille bourgeoise, d'une famille ouvrière ou autre, tout le monde était assis à la même enseigne, tout le monde mangeait à la même heure, tout le monde était habillé pareil, et surtout on apprenait la discipline. La discipline, c'est la base de toute réussite. Sans discipline, ça ne sert à rien. Vous parlez avec les plus grands sportifs de niveau de tous les temps, et à chaque fois ils vous répètent la même chose. J'étais pas le plus talentueux, mais le plus discipliné. Généralement, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes trop talentueux? Non, mais il était sur la table. Mais c'est ce qui se passe. C'est moins de choses. C'est ce qui se passe. Moi, je prends mon exemple d'équitation. Vous voyez, chevalier. Peu de débouchés, forcément, il n'y a plus de chevalier. D'accord, je vais être cow-boy. Je me mets à l'équitation. Facile, je suis l'un des seuls mecs dans le truc, génial. Je commence à gagner les compétitions, j'ai mis le pied sur la table. Hop, chute, blessure, catastrophe, fin de carrière. Hop. Parce que justement, j'ai pas été assez discipliné. Donc, c'est vrai que votre thèse m'a vu monter. Très bon cavalier ici. Renforcer son bien-être, méditation, avec un petit peu de discipline, essayer de le faire régulièrement. Se reconnecter à la nature, c'est très important. Quand je parle de se reconnecter à la nature, je ne vous demande pas d'aller faire un câlin aux arbres. Je sais que c'est une tendance en ce moment, etc., de faire des câlins à des arbres. Je ne suis pas là pour dire quelle est la bonne ou mauvaise pratique, mais en tout cas, se reconnecter à la nature, c'est quoi? C'est juste reprendre du temps, aller se promener. Moi, ce que j'adore, j'ai un chien, j'ai redécouvert ça. En fait, j'aime bien promener mon chien dans la nature sans laisse parce qu'en fait, je ne sors pas le chien. Je vais me balader avec lui. On va se balader. Il y a ce côté-là où vraiment on passe un moment et on se reconnaît. À ce moment-là, quand moi je vais promener mon chien, je ne prends pas mon téléphone. Voilà. Bon, il a un GPS, le chien, donc ma copine me suit. Mais c'est pratique quand il faut préparer le dîner, mais c'est vrai. Mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Donc des fois, même quand on fait des efforts pour être déconnecté, on reste connecté quand même. Prendre le temps de bien manger. Prendre le temps de bien manger. Sans rien faire d'autre. Mais oui, prendre le temps de bien manger. La vraie différence d'un Européen par rapport à un Américain, par exemple, c'est ça. C'est ça, c'est de bien manger. Et la préparation. Moi, j'ai ce côté, on cuisine, on ouvre une bouteille de rouge, on commence à en déguster, etc. On discute et on prépare à manger ensemble. Il n'y a pas une personne prépare dans son coin, etc. On se fait à manger. Maintenant, c'est ça, c'est rapide, etc. Le mal du 21e siècle, les médias disent que c'est l'éco-anxiété. Pour moi, le mal du 21e siècle, c'est le combo télévision micro-ondes. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que, c'est quoi? On rentre du travail, on rentre des cours, on n'a pas le temps. À quel moment on n'a pas le temps de se faire à manger? Vous n'avez pas le temps parce qu'il faut consommer du contenu.
Et donc du coup, vous rentrez chez vous, si on ouvre le micro-ondes, on va mettre un plat réchauffé qui est dégueulasse, qui n'est pas bon pour la santé. Donc du coup, en plus, vous rentrez dans un cercle vicieux parce que qu'est-ce qui se passe quand vous consommez de la mauvaise nourriture et qu'en même temps, vous vous gavez de contenu? Et ben du coup, vous créez de la sédentarité et ensuite vous commencez à prendre du poids. Et quand on commence à prendre du poids, etc., c'est bien connu, une fois que vous avez pris 30 kilos, c'est quand même compliqué d'aller courir. Voilà. Vous perdez ça en fait. En fait, c'est le problème de ça, de la consommation de contenu, c'est que ça va venir créer de la sédentarité qui va venir créer tous les problèmes. Et après, tous les problèmes de santé, ils arrivent comme ça, à l'appel. C'est un cercle vicieux. Donc prenez le temps de bien manger. C'est tout bête, mais c'est la base. C'est la base de tout en fait. On est sur Terre pour bien manger. En tout cas, les Français, c'est le cas. Voilà. Mais bon, ça se perd un peu quand même. Je dis pas qu'il faut arrêter d'aller chez McDonald's. Si vous aimez bien aller prendre un Big Mac de temps en temps, pourquoi pas? Mais il faut que ça reste en fait anecdotique. C'est-à-dire que moi j'aime par exemple, je le dis, j'aime bien aller chez McDo quand je suis en voyage et que j'ai 6 heures de route, et ben il n'y a pas trop de choix, je préfère faire un McDo que de manger un sandwich triangle sur l'autoroute. Donc du coup je prends mes sorties moi en fonction de ça parce que voilà, et puis quand il est 22 heures, ça va être compliqué de trouver, et quand il y a 6 heures de route, on va pas prendre 1h30 d'arrêt, prendre un repas, etc. et on a une bouteille de rouge quand on conduit. Donc on s'arrête à McDo. Donc il y a certains cas, voilà, encore une fois comme je dis, il faut regarder par rapport à l'usage. Ensuite, le 5e point, changer de perspective. Changer de perspective. Si vous êtes trop éco-anxieux, c'est qu'il y a un problème. C'est peut-être que ce que vous consommez comme contenu, il n'est pas bon. Donc c'est repenser son rôle. Il ne faut pas se dévaloriser. Il faut se dire, ok, bah moi, voilà, je peux faire ça au quotidien, etc. C'est mettre des étapes. Si vous fixez des trop gros objectifs inatteignables, ça va vous dévaloriser parce que vous n'allez pas arriver justement à avoir le résultat. Et comme je l'ai dit, avec la génération Z, ils sont zappeurs. Donc par exemple, les parents, c'est d'accompagner les enfants, les adolescents dans le choix justement des objectifs. Qu'il n'y ait pas des objectifs trop grands pour pas que ça crée justement après une dévalorisation s'ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs. Et donner du sens. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est se dire, ok, bon bah peut-être que ça paraît catastrophique à ce moment-là, mais peut-être que c'est pas si grave. C'est peut-être pas si grave si j'ai pas l'iPhone 17 ou 18 ou 25. C'est peut-être pas si grave si je mets pas 1500 € dans un smartphone. Prendre de la hauteur par rapport à la situation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Qu'est-ce que je fais vraiment avec mon smartphone? Ok, d'accord. Le rapport des parents, c'est ça, c'est de dire, ok, tu veux un smartphone à 1500 €? Ok, d'accord. Comment tu rentabilises? Comment tu rentabilises? Tu crées du contenu? Tu as des relations avec des marques? Parce que c'est ça la relation qu'il faut avoir. En fait, c'est pas leur dire, mais ça sert à rien, tu peux pas comprendre. Non, c'est pas de dire ça, c'est de se connecter avec eux. Et je vous l'ai dit, le problème qu'on a avec la génération Z, c'est que la technologie, elle va tellement vite. Eux, ce sont des early adopters, ils comprennent la technologie qui évolue, ils comprennent l'IA, ils n'ont pas peur de l'IA, la génération Z, ils la comprennent, ils la dévorent déjà, ils sont à fond dedans. Et vous êtes en panique totale parce que vous dites que vous allez perdre votre boulot à cause de l'IA. L'IA, c'est comme le digital, c'est un outil. Le problème qu'ils ont, c'est qu'en fait, le digital et les progrès technologiques vont venir accentuer les gaps qu'il y a entre les générations. Avant, la génération de mes parents, par exemple, et des grands-parents, il n'y a pas une grande révolution, quoi. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rendez compte, les voitures? Il y avait des écarts entre générations de voitures de 50, 75 chevaux. Maintenant, dès qu'une nouvelle voiture elle sort, elle est disponible avec 200 chevaux de plus. Il y a des voitures qui sortent de quotidien, etc. avec 600 chevaux. Une RS6, ça fait 600 chevaux. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une voiture qui fait 600 chevaux? Ça dépend, on n'a pas très pressé. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a dans le coffre, etc. C'est une autre problématique. Mais en fait, les écarts aujourd'hui, ils sont énormes. Donc, qu'est-ce que ça demande? En fait, c'est pour ça qu'en fait, il y a une incompréhension. L'écart est plus grand. Et en fait, ça demande un effort supplémentaire, mais là, du coup, des deux côtés, à la fois de la génération Z et à la fois des générations précédentes, de se synchroniser. Ce qu'on entend par la synchronisation, c'est-à-dire faire l'effort de comprendre la génération antérieure ou supérieure. C'est-à-dire, la base de la communication, c'est de se synchroniser avec son interlocuteur. Pour se synchroniser avec son interlocuteur, ça demande le temps de comprendre un minimum. C'est tout. Voilà. Donc c'est sûr que pour la génération Z, les parents ils doivent se mettre à leur place, c'est qu'en fait, vous avez connaissance d'énormément de choses à une rapidité folle. Donc du coup, il faut accepter de se dire, ok, je suis parent, peut-être que je ne comprends pas tout, mais c'est pas parce que je ne comprends pas tout que c'est forcément mal ou mauvais ce qui est en train de se passer. C'est ça le rapport. C'est pas parce que je ne comprends pas et que je suis ringard sur 2-3 trucs de techno que c'est pas bon pour eux. Loin de là. Et adopter voilà, de l'éco-résilience. 6e point, donc, c'est créer du lien, donc c'est le soutien collectif, partager ses efforts, trouver un équilibre.
Et il y a bien souvent, en fait, la majeure partie des solutions qui existent sans faire la moindre R&D pour les problématiques d'éco-responsabilité qui se trouvent dans les générations antérieures. Vous avez juste à parler avec vos grands-parents. Pour les jeunes. Ça va être compliqué. Et ce que je veux dire, c'est qu'en oublie cette transmission de savoir. Mais c'est tout bête. Juste en fait de parler, vous sautez 2 générations, vous discutez de vos problématiques à vos grands-parents, vous allez voir qu'ils ont des solutions. Dans leur manière de faire, ils ont les solutions déjà adoptées. Donc c'est ça qui est super intéressant. Aucune R&D. Donc c'est ça, l'éco-anxiété peut devenir un moteur de changement, c'est transformer en action positive. Donc c'est, encore une fois, c'est un rapport très positif de la chose, c'est pas du tout un frein, etc. Donc ce que je disais, c'est se concentrer sur son échelle, tout en prenant soin de soi, c'est très important, et en s'entourant d'autres acteurs du changement essentiels. Et on dit, il y a un adage qui dit, on est la moyenne des gens que l'on fréquente. C'est-à-dire que si autour de vous, vous avez des personnes qui sont extrêmement climato-sceptiques, ça ne va pas ranger les choses. Peut-être que ça vaudrait le coup de changer un petit peu de rapport et de voir s'il ne faudrait pas fréquenter d'autres personnes, ou alors tout simplement de leur expliquer, de prendre le temps de se synchroniser avec elles en leur expliquant. Bon, je passe au cas pratique. Attention, les dernières questions sur le gain de poster est incroyable. Il me reste 2 posters. Cas pratique. L'empreinte carbone, tout le monde en parle aujourd'hui. On est très focus sur l'empreinte carbone. Alors attention, je fais ça pour l'exemple. Je ne suis pas un grand défenseur de l'empreinte carbone. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut tout dire et rien dire. Encore une fois, il faut prendre l'usage, etc. Il y a plein d'experts qui sont là-dedans. Mais en fait, si vous vous basez, ce que je ne veux pas, c'est qu'il y a eu plein de scandales, par exemple, avec la taxe carbone sur les entreprises. Moi, je pense que ça serait important qu'on ait, par exemple, un passeport carbone, c'est-à-dire qu'à l'année, vous avez la possibilité d'avoir 5 tonnes de CO2 à utiliser, mais que ce ne soit pas saisible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre les quotas que vous n'avez pas utilisés, de les vendre à des personnes qui ont plus d'argent et qui voudraient l'utiliser. Donc, par exemple, moi, je sais pas, j'ai pas beaucoup de revenus, je suis bloqué chez moi devant Netflix, et je vends mes quotas carbone à quelqu'un qui vole en jet privé. Non, pour que ça fonctionne, il faudrait en fait que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et que ça ne soit pas justement connectable. En parlant de ça, la France en 2022, selon les estimations, c'est 623 millions de tonnes d'équivalent CO2. Ça vous parle pas, moi non plus, je ne comprends pas ce que ça veut dire. On se comprend que 600, donc ça veut dire quoi? On s'en fout. Ça fait 9,2 tonnes par personne à l'année. Bon, quand on a dit ça. Les émissions associées, donc voilà, on sait, représentent plus de 56% d'empreintes. Émissions associées aux importations. C'est énorme. 56% des émissions émises en France, c'est dû à l'importation. C'est dû à la consommation que vous achetez sur Alibaba, etc. C'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Tout ça, ça voyage en bateau, et c'est ce qu'il y a vraiment de pire. C'est ce qui consomme le plus. En émissions de CO2, les paquebots, etc., c'est une catastrophe. Si on regarde le truc, par rapport à 95, en réalité, on a diminué les émissions de CO2 de 7%. Donc on se dit, bon, on est bien parti. Et en fait, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? 95, en fait, on avait les valves ouvertes. Ça consommait, on ne se posait pas de questions. Même chez Peugeot, on avait des moteurs V6, etc. Donc bon, c'était un peu n'importe quoi. Donc c'est sûr. Et là, on se dit, bon, mais quand on fait. Parce qu'on peut se dire, ouais, attends, 7%, on a gagné 7%, ça va, on a fait des efforts, c'est quand même pas mal. Non, non, à l'époque, c'était vraiment, il n'y avait pas de limite. 95, il faut s'imaginer, c'est la moustache, machin, etc. Ça fume dans le cinéma, 95. C'est pas ça, non. Ça fume dans le cinéma, c'était. Voilà, donc on n'avait pas. Les émissions intérieures se sont réduites de 33%. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en France, on a fait attention à justement réduire, à revoir un peu tout ça. En 2022, on réduit de 33% des émissions intérieures. Et par contre, à l'inverse, là, on fait quelque chose de bien et on oublie autre chose. On passe émissions associées aux importations, elles se sont accrues de 32%. Il faut mieux consommer. Pour mieux consommer, la première chose, c'est de consommer local. Pour mieux consommer, en fait, avant mettre, j'insiste sur le mieux consommer. Pourquoi? Parce que si vous tombez sur un écolo de base, il va vous dire il faut arrêter de consommer. Il faut arrêter de consommer. Ne consommez pas, c'est une catastrophe. Donc en fait, si on arrête de consommer, restez chez vous. Restez chez vous. Et en fait, voilà. En fait, non, mais dans ce cas, ne vis pas. Voilà, ne vis pas et comme ça, tu ne consommes rien. Non, en fait, la première chose, c'est mieux consommer. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, pour que ça fonctionne, il ne faut pas que ça soit perçu de la part du consommateur comme une contrainte. En mieux consommant, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a plein de choses dont vous n'avez pas besoin. Et donc, du coup, vous allez réduire votre taux de consommation naturellement. En mieux consommant, je prends l'exemple de chaussures. Les chaussures que j'ai à mes pieds, j'ai voyagé de partout. Je suis allé en Chine, de partout, au Canada. Je les ai ressommées 3 fois.
de base, je les ai achetés parce que c'était un modèle que soi-disant Steve McQueen aurait porté. Et le mec m'a dit, elles sont faites à la main, j'achète. La première fois que je l'ai fait consommer, c'est parce qu'elle m'avait coûté trop cher, qu'il fallait vraiment que je les amortisse. La deuxième fois, j'ai commencé à avoir un impact éco-responsable. Je me suis dit, quand même, ça m'a. C'était un côté affectif. Je suis allé en Chine avec, quand même. J'ai vu des trucs de dingue. J'ai marché dans des endroits pas très propres. Je me suis dit, je vais quand même les garder, elles ont une histoire. Donc j'avais un affect. Et c'est ça qui est génial. Si vous gardez les choses, vous allez avoir un affect. Elles ont une histoire. Elles veulent dire quelque chose pour moi. Je ne veux pas les jeter. Je les conserve, je les entretiens. Ça les ressemble. Voilà, on passe maintenant, donc c'est vraiment le mieux consommé. Je passe à la dernière chose, et après je vais très vite parce que sinon ça va durer trop longtemps. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute. Bilan de une journée de ski. Ah mince, je n'avais presque la réponse, je ne sais pas si vous avez vu. Combien c'est le bilan de journée de ski? Ah, faut que je trouve ça. Qui a répondu très vite? Bilan de journée de ski, c'est 50 kg de CO2 par personne. Alors attention, vous habitez à Andorre, c'est différent. Et oui, vous avez topé des pistes sur place. Ce qui veut dire qu'en réalité, le ratio, c'est plus de 60% en fait, c'est le transport du point d'ordre du tourisme. Ce qui coûte cher en fait en CO2 sur une journée de ski, c'est les gens qui vont venir en voiture justement. Donc, en habitant au pied de remontée, vous consommez moins. Une journée d'héliski, 313 kg de CO2. Ça, c'est mon petit péché mignon. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi. En fait, quand j'ai eu 16 ans, je faisais beaucoup de ski, j'étais à Grenoble, etc. Ma seule obsession c'était de devenir à cette époque-là professionnel de ski. C'est quoi les skis? C'est quoi les skis? Ah bah ouais, très bonne question, c'est ça les skis. Ils te montent en haut d'un sommet, tu lâches et tu pars de l'hélico. Ah ouais, d'accord. Les skis c'est ça. Tu pars de l'hélico. Voilà. Donc ça c'est les skis en Andorre, c'est génial. Alors, voilà. Le bilan carbone de ça, bah, c'est sûr que. Pourquoi je vous mets. Moi c'était l'activité que j'ai fait là. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'étais aussi obsédé par le fait d'aller skier en hélicoptère. J'ai fait un petit peu une analyse de son modèle, exactement. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je peux monter dans cet hélicoptère et en mode tranquille sans... Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu un accident de ski et j'ai pris, en fait, la première fois que j'ai pris l'hélicoptère, je l'ai pris quand je suis allé aux urgences. Et donc, pour moi, il y avait au fond de moi ce côté de la prochaine fois que je monte dans un hélico, c'est moi qui décide où est-ce qu'on va se poser et je vais reprendre la main sur cette peur, etc. de l'hélico, etc. Donc en fait, donc, ça a mis quand même du temps. Je me dis, comment ça se fait que... Parce que c'est incroyable à faire des skis. Hein. Je ne vous pousse pas à faire des skis. Hein. Comme je vous dis, ça fait quand même 312 kg de CO2. Donc ça fait une petite semaine de ski traditionnel. Mais bon, on peut se dire que vu que j'habite en Andorre et que je ne consomme pas vraiment 50 kg la journée. Les 50, ça va. Donc ça va en fait au final. Si vous ne faites pas ça, en fait en réalité c'est malheureux. C'est pour ça que je vous disais précédemment faire attention à ce rapport au kilogramme de CO2. Ça ne veut pas tout dire parce que sinon on va se retrouver à faire des calculs d'apothicaire comme ça et c'est n'importe quoi. Genre après on vole en jet privé, on dit attends, avec mon 6 mois j'ai pas voyagé, etc. Non, le mieux, c'est si on peut éviter de consommer le CO2 pour rien, on ne le fait pas. Aujourd'hui, moi le rapport il a changé. Comment en fait j'ai pris conscience? C'est grâce au chien. Et en fait, donc j'ai pris un chien pas trop gros parce qu'en fait, quand on va faire du ski, j'ai découvert le ski de randonnée. Et donc du coup, je voulais un chien pas trop gros parce que pour les descentes, je l'accroche le harnais devant moi et je descends. Donc on monte ensemble et après il descend avec moi. Et en fait, tout ça, je me suis dit, je peux aller aux mêmes endroits. Et en fait, j'ai réfléchi, bon, après, je vais m'acheter des skis de randonnée. Mais au début, venant de Grenoble, etc., je voulais pas avoir des skis de randonnée un petit peu comme mes profs d'SVT avaient à l'époque, etc., où le plaisir était uniquement de monter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur cette ligne-là la plus extrême possible, sauter des barres rocheuses, etc. Et en fait, les technologies, elles ont avancé. Elles ont évolué, c'est-à-dire que maintenant on peut faire du ski de randonnée avec des vrais skis de freeride, ce qui n'était pas possible avant. Après, il fallait choisir. Soit tu montes, soit tu descends. Donc en gros, c'est compliqué. Moi j'avais choisi l'hélicoptère. Voilà. Tout ça pour vous dire voilà, que des fois, il y a des constats. Donc les skis, à quoi ça représente 300. Donc il y a un site du gouvernement. Il y a des gens qui ont été payés par le gouvernement pour faire un comparateur. Si vous avez une question, vous faites un voyage, etc., vous pouvez rentrer en fait vos kilogrammes de CO2 et ça vous donne des comparaisons. Vous pouvez choisir les éléments de comparaison, il y en a plein, c'est génial. Je me suis amusé toute une soirée à faire ça. Attention, passez pas non plus trop de temps parce que ça consomme de l'énergie, vous allez voir. Une journée des skis, c'est 280 litres de bière. Ça représente 840, j'ai fait le calcul moi-même, 849 canettes de 33 centilitres. À peu près, quelqu'un de normal, c'est 2 ans de consommation de bière. Au quotidien, si on consomme au quotidien. Parce qu'on estime que c'est 35 litres par an en moyenne, donc 140 litres en fonction des pays. Les pays nordistes consomment beaucoup plus de bière que les pays sudistes. Vous connaissez la chanson, c'est normal, etc. Ok, donc on peut dire que c'est 2 années de consommation.
c'est 3,65 smartphones. On l'oublie, mais la consommation de smartphones, si vous changez de smartphone tous les ans, ça consomme énormément de terres rares, ça consomme énormément d'énergie. Voilà. 527 litres de café, c'est énorme, c'est colossal. Et c'est 127 000 emails. Arrêtez d'envoyer des emails pour rien. Arrêtez d'envoyer des emails où c'est marqué OK. Ça sert à rien. Il ne faut pas faire ça. Ça consomme beaucoup de data. Okay. Par rapport aux nouvelles technologies, il y a des choses à savoir. Quand ChatGPT a été lancé, tout le monde est allé sur ChatGPT et on posait des questions, comment supporter ma copine, etc. Quoi lui répondre, machin, etc. Non, il ne faut pas faire ça. Une recherche, une requête sur ChatGPT, c'est l'équivalent de 10 requêtes sur Google. La majeure partie des gens qui utilisent ChatGPT, vous pouvez faire la même requête sur Google et vous sortez la même chose. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on n'utilise pas ChatGPT pour un oui, pour un non. Il y a vraiment un cadre précis. C'est plus pour justement faire des analyses, on va dire. Voilà. Si vous avez des questions du coup sur ce sujet, voilà, j'ai un peu fini. En conclusion, ce qui va vraiment changer les choses, c'est votre choix de vie. J'ai fini avec ces petites photos parce que je dis voilà, si vous aimez, c'est vraiment ça. Si vous aimez surfer, allez vivre au bord de l'eau. Moi j'aime bien skier, donc je vais aller vivre au pied des montagnes. Arrêtez de vous mentir et de fantasmer sur la prochaine vague que vous ne prendrez jamais. Il suffit de prendre sa vie en main et non, lui, il ne s'arrête jamais. C'est très important, je le répète, 4 heures de numérique par jour. C'est 4 heures de perdu. 1 heure, c'est déjà énorme. 1 heure bien consommée, 1 heure bien exploitée, etc., c'est génial. Mais même si vous le remettez genre juste sur une application, 1 heure de scrolling sur l'application, c'est énorme. Vous avez des applications, des paramètres sur votre téléphone qui existent, qui vont dire le temps que vous passez par application, par jour, etc. Et il y a un réglage qui existe sur Android. Moi, à partir de 10 heures, à partir de 22 heures, mon écran devient gris. J'ai plein en couleur, il se met en gris, donc c'est pour éviter que je consomme du contenu justement visuel. Et c'est dire voilà, 10 heures, on met de côté et on se reconnecte. Donc voilà. Prenez des habitudes toutes bêtes. Il y a plein de choses qui existent. On a chacun notre trucs et astuces. Je ne suis pas là pour vous dire il faut faire ça, etc. Chacun a des cours. Moi, par exemple, j'adore en fait allumer le feu le soir. Voilà. Je prépare le feu, c'est une activité manuelle. C'est génial, c'est un peu côté mec. Tu vois, j'ai allumé le feu. Je suis le mec de j'ai allumé le feu. Le bois, c'est intéressant parce que ça chauffe 3 fois. Quand tu le coupes, quand tu le ranges et quand tu le brûles. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bon, j'offre du coup au sol, il y en a 2 dedans. Vous êtes les seules générations. Qui c'est qui veut un poster? C'est Arinsal. De rien. C'est super, hein? C'est super ou quoi? Ouais, au moins, elle a eu un cadeau qu'on a mis Non, non, non. Il faut aller chercher son cadeau, je pense.